Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale de mi-saison, de mi-été. J'espère que vous êtes pas mal en vacances. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes déjà en vacances ou si ça va arriver. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, bien entendu. On va faire une vidéo un petit peu spéciale comme d'habitude. Mais avant, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de Pax. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on va attaquer le vrai-faux pour août. Et j'ai fait un vrai-faux un petit peu spécifique parce que j'ai pris cette fois-ci 30 questions avec forcément 30 réponses en face et beaucoup de questions vont paraître forcément très simples pour beaucoup de personnes, mais c'est des questions qui reviennent, ça veut dire que tout simplement, il y a des gens qui se posent vraiment la question. Donc on va commencer par la question numéro 1, là j'ai une bonne liste devant moi. Alors Pax, plus un processeur a de cœurs, plus il est rapide pour faire des jeux vidéo. Totalement faux. L'idéal pour faire des jeux vidéo aujourd'hui c'est entre 6 et 8 cœurs parce que tout simplement entre DirectX 12 et puis les autres modèles et aussi les jeux, pas tout le monde sait se servir par exemple d'avoir un processeur avec 20 cœurs. Mais ce ne sera pas ça forcément. L'indice le plus performant de votre processeur, ça va être l'IPC. C'est le nombre d'instructions par cycle. C'est-à-dire le nombre de calculs qu'il va faire par cycle tout simplement. Donc on va pouvoir déterminer ça par l'IPC et aussi par la fréquence du processeur. Plus un processeur va monter haut en fréquence, forcément, plus il va traiter les tâches plus rapidement. Mais ça ne va pas nous servir par exemple lorsque vous allez jouer en 4K. Ça sera plus pour faire des jeux en 1080p. Vous verrez effectivement peut-être un gap supplémentaire lorsque vous aurez un processeur qui aura des fréquences supérieures. Mais ça se ressentait encore il y a quelques années plus en arrière qu'aujourd'hui. Et pour terminer, d'ailleurs je vais arrondir avec cette question-là, lorsqu'on parle de multithreading, le multithreading par exemple, si vous avez un processeur qui chauffe, vous pouvez le désactiver dans le BIOS. Si vous faites uniquement du jeu vidéo, le multithreading aujourd'hui ne sert qu'à une seule chose, ça va être vraiment pour les applicatifs professionnels. Qu'est-ce que c'est que le multithreading, Pax? C'est comme si par exemple vous êtes en train de manger et que vous avez 2 cuillères. C'est-à-dire qu'à l'origine vous n'avez qu'une cuillère, donc vous traitez l'information, vous la mangez, vous resservez, donc vous allez rechercher des calculs à faire et vous revenez. Alors que le multithreading, c'est comme si vous avez 2 cuillères. Le temps que vous avez mis une cuillère à la bouche, vous avez déjà l'autre cuillère qui est en train de piocher des futurs calculs qu'il y aura à faire. Voilà, tout simplement. On va aller vite parce qu'il y a pas mal de questions. Donc on va aller un petit peu dans le sens, j'ai trié ça un petit peu par processeur, par RAM, voilà. Donc il y a quand même 30 questions. Un processeur overclocké double ses performances en gaming? Bien sûr que non, ça se saurait. Déjà, il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui vous avez pu vous en rendre compte, c'est qu'on overclock plus forcément les processeurs comme vous pouvez le faire auparavant. Parce qu'avant, on pouvait même doubler sa fréquence. C'est-à-dire qu'on avait des processeurs qui étaient à 2500 MHz, on pouvait même le faire aller jusqu'à 5000. C'était une furie à l'époque. Il fallait un bon système de water cooling, mais on y arrivait. Aujourd'hui, les processeurs sortis d'usine sont déjà avec du 5 Go. C'est très difficile de les overclocker, surtout si vous voulez une stabilité. Et sinon, ça va être 10-15% que vous allez avoir. Mais en soi, comme j'ai pu vous le dire, la fréquence haute d'un processeur ne servait qu'en jeu vraiment sur du 1080p. Donc non, vous ne doublerez jamais vos fréquences, vos FPS en jeu vidéo. Question suivante, mais la question suivante, on se retrouve juste après le petit moment sponsor et c'est maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par PC Component. Qui est PC Component? Tu ne connais pas encore PC Component? Le lien est en description. Va jeter un coup d'œil. Tu vas pouvoir acheter énormément de composants, comme vous pouvez le voir, de la RAM, du SSD, des processeurs, de la carte graphique, des moyens de refroidissement, des boîtiers à des très très bons prix. Je vous engage d'ailleurs à aller comparer avec les autres sites et vous allez voir qu'ils sont très très bien placés. Ça vaut vraiment le coup. Mais PC Component ne s'arrête pas là. Ça va aussi plus loin. Vous allez pouvoir acheter par exemple des MacBook Pro, des MacBook Air, aller aussi sur de la téléphonie comme par exemple ce tout nouveau Z Fold 7 avec des très très bons prix, voire même les meilleurs prix à l'heure actuelle du marché pour la téléphonie. Donc ça c'est vraiment aussi très sympa, ça va plus loin, mais ça va encore plus loin. Vous pouvez acheter par exemple même de l'électroménager, mais ça s'appelle PC Component ou pas? Oui, mais comme ils négocient avec une énorme plateforme d'achat, du coup ils peuvent se permettre de vous faire des bons prix par exemple sur de l'électroménager ou aussi sur de la télévision. Allez voir un petit peu sur leur site internet, il y a vraiment de quoi faire pour faire des bonnes affaires et tout ça tout au long de l'année. Et si vous voulez un PC tout fait, vous pouvez directement l'acheter aussi chez eux, vous aurez un PC tout fait et vous pouvez aussi monter votre propre PC si vous ne sentez pas de le faire vous-même en choisissant dans leur configuramatique directement chaque élément et ils vous feront le montage et vous le renverront chez vous. Voilà, merci à PC Component de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Les liens seront en description comme d'habitude. On se retrouve maintenant.
Continuons sur les processeurs et les cartes graphiques. Une carte graphique haut de gamme ne bride jamais son vieux processeur. C'est totalement faux. Bien sûr que oui, ça s'appelle du bottleneck, donc un embouteillage en anglais. C'est-à-dire que forcément, le nombre d'instructions ne sera pas suivi par rapport au calcul du processeur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, votre carte graphique va être surtout en mode tranquille. Surtout si vous allez jouer en 1080p, parce qu'en 1080p, forcément, ça va dégager plus d'images par seconde. Donc, votre processeur va galérer à sortir plus d'images par seconde. Et votre carte graphique, forcément, du 1080p, elle sait faire aujourd'hui. Alors que lorsque vous allez faire de la 4K, moins d'images par seconde, donc votre processeur aura moins à fournir d'images. Donc, ce sera aussi beaucoup plus simple côté processeur. Donc totalement faux, bien évidemment il faut avoir une carte graphique en face d'un bon processeur ou d'un bon processeur en face d'une bonne carte graphique. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée comment mettre en relation une carte graphique et un processeur. Je vous engage grandement à aller la regarder. Continuons. Alors, les pilotes graphiques n'ont quasiment aucun impact sur les performances. Ça ne sert peut-être à rien d'ailleurs de mettre à jour sa carte graphique. Mais c'est totalement faux. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même bien choisi toutes ces questions. C'est totalement faux. Vous imaginez fortement que s'il y a des pilotes, alors il faut savoir que les pilotes, lorsqu'ils sont mis à jour, c'est du boulot pour AMD, c'est du boulot pour Intel, c'est du boulot pour Nvidia. Ce n'est pas pour rien. Surtout que des fois, ça va être aussi suivant des sorties de jeux vidéo, des grosses mises à jour aussi de jeux vidéo, bien évidemment. Donc oui, il faut toujours mettre ces pilotes à jour. Ça ne sert pas du tout à rien. Surtout des fois, il y a des failles ou il y a des bugs. Donc sur la prochaine mise à jour, c'est corrigé. Et donc oui, faut mettre bien évidemment votre carte graphique à jour. J'ai encore moi-même du mal à croire que je lis ce genre de choses. Mais au moins, j'espère qu'après ça, on n'en parlera plus. Le DLSS et le FSR dégradent toujours la qualité d'image. Oh là là, on en a fait des vidéos sur ça. L'upscaler, ça va vous emmener par exemple une image en 1080p, ça va vous la développer en 4K. Aujourd'hui, le dernier DLSS de chez Nvidia fonctionne très très bien et le FSR 4 aussi de chez AMD fonctionne très très bien. Est-ce que ça dégrade la qualité d'image? Je pense que le gap qu'on a par rapport à l'augmentation de FPS, surtout pour ceux qui ont des petites cartes graphiques, est largement admissible. Et surtout qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment voir une vraie différence, il faut vraiment faire pause, zoomer, aller la chercher. Et vous savez très bien que lorsqu'on cherche, on trouve toujours. Question suivante. Un GPU, donc une carte graphique avec plus de ventilateurs, est forcément plus performante. Totalement faux. Par exemple, on a pris le cas où j'ai démonté des 4070 de RTX, où j'ai fait un comparatif de 6 cartes graphiques différentes de marques différentes. On s'est aperçu qu'il y en a qui étaient en biventilateur et l'autre en triventilateur. Non, ce qui va générer vraiment l'importance de votre carte graphique en termes de puissance, ça va être le processeur graphique. Donc, par exemple, si c'est une 4070, vous aurez toujours une 4070. La VRAM sera toujours associée, sera toujours identique. Donc, qu'est-ce qui va vraiment différer? Ça va être justement ces ventilateurs, le système de refroidissement. C'est-à-dire que plus vous aurez un système de refroidissement, à ce moment-là, vous n'aurez pas une carte qui va rentrer plus facilement en throttling. Qu'est-ce que c'est que le throttling? C'est-à-dire que ça va être des mises en sécurité de température que va avoir le processeur ou la RAM qui va faire baisser la tension et les fréquences afin de rentrer dans des températures admissibles. Mais il faut savoir que vraiment pour y aller, il faut vraiment y aller parce que même si vous voyez par exemple votre processeur, surtout si on prend les dernières RTX à 80 degrés, parce qu'elles n'y vont pas, c'est pour ça que je donne ce delta-là de référence, mais 80 degrés pour un processeur graphique, il sait le tenir, il n'y aura pas du tout de sujet. L'avantage d'avoir plus de ventilateurs, c'est que votre carte sera plus largement au frais, surtout si vous faites des heures et des heures de gaming en plein été. Mais ça ne veut pas dire que votre carte graphique est moins performante. Totalement faux. Continuons. Plus il y a de VRAM dans une carte graphique, plus elle est performante. Non. Alors il en faut un minimum, c'est pour ça que je vous fais un petit... Il en faut quand même un minimum. Imaginez votre carte graphique, imaginez votre carte mère avec un processeur. Toutes les deux auront un processeur. D'un côté, vous aurez peut-être un Intel, je ne sais pas, sur votre carte mère, et de l'autre côté, vous allez avoir une puce graphique. Toutes les deux ont besoin de stocker de l'information. Donc, vous aurez de la RAM, voilà, du côté de votre carte mère, et vous aurez de la VRAM du côté de votre carte graphique. C'est la seule chose qui va différencier, c'est que tout simplement, votre carte graphique va stocker un maximum pour, par exemple, avoir de la texture. Par exemple, si vous tournez à gauche au tout dernier moment, il va falloir que ce soit déjà préchargé pour pas que vous ayez un flash blanc le temps que ça charge un petit peu tout ça.
ça, parce que forcément, si vous allez chercher ça sur votre disque dur, et si en plus vous êtes en SATA, ça va mettre plus de temps. Donc d'avoir un maximum de RAM, c'est plutôt pas mal, de VRAM, pardon, pour aller chercher, pour aller piocher un petit peu tout ça, oui, bien entendu. Mais attention, là, on a une 5090 avec 32 Go de RAM, je vous garantis, je vous le promets, qu'il n'y a aucun jeu qui sait s'en servir. Aujourd'hui, plus vous allez aller en définition, c'est-à-dire que si vous allez sur de la 4K, bah, ça sera plus intéressant d'avoir une carte avec plus de VRAM. Pourquoi? Parce que forcément, plus de définition, plus une texture finie, donc ça va prendre forcément plus d'espace. Mais aujourd'hui, très clairement, je déconseille de prendre une carte en dessous de 8 Go de VRAM par rapport au jeu. Et je pense que 16 Go de VRAM, on s'en sort déjà pas mal. On espère venir les prochaines RTX avec les futurs modules de GDDR5 à 3 Go, ce qui les ramènera à 24. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer, surtout, c'est ça que je reviens à la question, la puissance de votre carte graphique. La puissance de votre carte graphique va être uniquement liée à une seule chose, ça va être un seul paramètre, ça va être quel processeur graphique vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que c'est une 4070, une 4080, une 4090? C'est ça la puissance de votre carte graphique. Question suivante, les cartes graphiques AMD chauffent toujours plus que celles d'NVIDIA? Ah, ça aussi, c'est une rumeur. Alors, on l'a surtout vu plutôt, on va dire, sur les 4000 parce qu'effectivement, les 4000 consommaient très peu. Donc, Nvidia avait fait un très bon boulot là-dessus, c'est-à-dire que forcément, en consommation électrique, bah, elles étaient moindres en termes de watts, hein, par exemple, par rapport à une AMD. Donc, forcément, s'il y avait moins, et ben forcément, ça chauffe moins. Watts égale chaleur. Sauf que non, ça n'a strictement rien à voir. En fait, quand on reprend donc la question, les cartes graphiques AMD chauffent toujours plus que Nvidia? Non, ça va dépendre du circuit de refroidissement que vous avez de plus. Parce que comment on va savoir si elles chauffent plus? Vous allez prendre une sonde de température au niveau de votre processeur graphique, au niveau de la VRAM, au niveau du hotspot, ok? Mais si vous avez un super système de refroidissement en face, forcément, bah, je vous donne un exemple. Vous prenez cette 5080 qui est là, je vous garantis que vous mettez n'importe quel modèle de chez AMD en face avec ce système de refroidissement, elle ne chauffera jamais. Donc tout est lié au système de refroidissement et pas à une marque. AMD fonctionne très bien. L'année dernière, il consommait beaucoup plus, peut-être 20 à 30% plus que Nvidia. Et forcément, ça se ressentait en termes de température. Maintenant, nous allons passer sur la petite section RAM et stockage. Donc, PAX, passer de 16 Go à 32 Go de RAM augmente toujours mes FPS. C'est-à-dire qu'en gros, si vous passez de 16 à 32, vous avez plus de FPS. Bah non, c'est faux. Encore une fois, c'est du merchandising. Encore une fois, on veut vous vendre de la RAM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en 16 Go de VRAM, en 16 Go de RAM, plutôt pas de VRAM, s'en sort sur 95% de ses jeux. Voilà. Pourquoi on est surtout passé en 32? Souvenez-vous qu'on est passé en 32 en ayant l'apparition sur le marché de la DDR5. La DDR5, elle est venue avec des kits de 2x16, donc forcément la norme aujourd'hui, si on se monte un PC, on passe à 32. Mais il faut savoir qu'avec 16 Go de RAM, vous vous en sortez toujours très bien. Effectivement, si vous êtes future-proof, prenez 32 Go. Effectivement, si vous montez un PC maintenant, bah, faut le prendre sur 32 Go. Quand vous montez un PC, c'est pour les années à venir. C'est pas pour le changer dans 2 mois. Donc effectivement, oui, ce sera toujours mieux d'avoir 32 Go de VRAM. Mais c'est pas là qu'il va y avoir la grande différence à l'heure où je vous fais cette vidéo. C'est-à-dire que si vous avez 8 Go de VRAM, arrête de dire VRAM, c'est fou, si vous avez 8 Go de RAM, ça vaut le coup effectivement d'aller sur 16 bien entendu, mais pour ceux qui ont 16, ils sont censés quand même pas mal se débrouiller, surtout comme je vous le dis à chaque fois, la VRAM de votre carte graphique aura forcément aussi son indice, son impact. On continue. La fréquence de ma RAM influe sur les performances en jeu. Faux. Voilà. Ou vrai. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même quelques jeux en 1080p, effectivement, où si vous montez la fréquence de votre RAM, c'est-à-dire que vous avez une RAM avec des fréquences supplémentaires, à la place d'avoir du 6000 en DDR5, vous êtes en 7000, vous verrez quand même une différence. On parle de 1080p. D'accord? Sur des définitions autres, 1440p, 4K, ce sera déjà moindre. Et il faut savoir que ce n'est plus comme à l'époque où il y avait vraiment un gros impact. Là, l'impact, il se fait quand même moindre. Donc, on va dire que à moitié vrai, à moitié faux. Mais je considérerais quand même que là où ça fonctionne vraiment, c'est des cas de figure qui se font de plus en plus rares. Question suivante. J'enchaîne, il y en a 30. Hein. On est déjà qu'à la 12e. Un SSD NVMe donne plus de FPS que des SSD SATA. Alors, ça c'est bien parce qu'on s'aperçoit de qui me laisse des commentaires et qui regarde mes vidéos.
Donc ça, c'est toujours un plaisir à entendre et à lire. Je vous ai fait multitude de vidéos là-dessus où je vous parle de comment choisir son NVMe, comment choisir son SSD, quelle est la différence de connectique. Donc, on va réitérer, c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que vous avez un NVMe que vous allez avoir plus de FPS, ou si peut-être une. Voilà, peut-être une. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est plus le sujet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre carte graphique, votre processeur aura déjà stocké toutes les informations là où elle aura besoin. Et elle n'aura pas forcément besoin de tout de suite se servir dans le moyen de stockage. Par contre, donc pas de FPS supplémentaire. Par contre, là où vous allez avoir une différence, ça va être sur le temps de chargement du jeu. Par exemple, si vous avez un disque sur un SSD 2.5, si par exemple vous avez un temps de chargement de jeu qui va être d'1 minute, ça arrive, vous le savez bien, bah là sur un NVMe, vous aurez aux alentours de 20 secondes. Là, ça sera beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que votre jeu va charger plus rapidement, oui effectivement, mais par contre, vous n'aurez pas plus de FPS. À retenir, c'est très important. Important. Continuons. Alors la prochaine question revient assez souvent. J'y ai déjà répondu, mais je vais y répondre pour ceux qui ont encore un doute. Et vous allez voir, vous allez tomber des nues, mais elle revient quoi. Les jeux ne peuvent pas utiliser plus que 8 Go de VRAM. De RAM. C'est marrant parce que tout à l'heure, c'était fallait du 16 à 32. Maintenant, c'est 8. Non, mais bien sûr que si. Aujourd'hui, vous utilisez plus que 8 Go de VRAM. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est le 16 aujourd'hui le minimum. Je vous en ai déjà parlé. Et si vous êtes 32, bah, vous êtes vraiment beaucoup mieux. Et surtout, plus future-proof. C'est fou, hein. Je vous garantis que l'année prochaine, je l'aurai encore cette question, c'est certain. Disque dur classique, donc les anciens disques durs ou les SATA, sert largement pour faire du jeu AAA. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu AAA? C'est les jeux très haut de gamme, c'est-à-dire que voilà, c'est comme votre andouillette AAA, c'est-à-dire que là, elle va avoir des textures de fou, voilà, la totale. Donc effectivement, ça répond encore une fois à la question que j'ai déjà répondu tout à l'heure, qui était... Vous n'aurez pas plus de FPS, vous pouvez même prendre un disque qui tourne avec 7000 tours minute, ce sera pareil. Par contre, attention, parce que j'ai déjà vu ce cas de figure, il y a des jeux on peut les installer sur des anciens disques, mais qui ne fonctionnera pas. Au bout d'un moment, ça va bugger. Parce que quand il va aller chercher quelque chose, c'est trop lent. Voilà, le disque est trop lent plutôt. Donc effectivement, évitez tout ce qui est disque plateau aujourd'hui, donc les anciens disques, pour pouvoir stocker ces jeux-là qui sont très gourmands. Voilà, mais un disque en 2.5 en SSD, ça suffira largement. Pas plus de FPS, pas moins de FPS. Encore une fois, je me répète, ce sera uniquement le lancement du jeu, voilà, le temps de lancement du jeu qui sera plus rapide. Parlons maintenant de refroidissement. Il va falloir que je boive derrière ça un grand verre d'eau parce que j'enchaîne les questions et en plus de ça, je commence à avoir soif et il fait bien chaud, surtout là où j'habite. Refroidissement et alimentation. L'eau refroidira toujours mieux qu'un ventirad. Alors l'eau, donc le water cooling, j'imagine bien, donc un IO en soi, est-ce que ça refroidira toujours plus qu'un ventirad? Oui, ça refroidira toujours plus qu'un ventirad, mais ça dépend. Si je prends un énorme ventirad et derrière je prends un petit IO, bah, ce sera l'énorme ventirad. Ça va plutôt dans le sens, c'est si je prends le plus gros des ventirad et si je prends le plus gros des IO, effectivement, le plus gros des IO ira refroidir plus forcément votre processeur. Oui, ça me paraît un classique. On continue. Un PC avec un water cooling ne peut jamais surchauffer. Ah, si c'était... Ah là là. Si c'était vrai. Hein, si c'était vrai. Totalement faux. Et puis sachez, souvenez-vous encore l'année dernière, on était encore avec des 14 900K de chez Intel qui faisaient fondre le papier peint de vos murs. Souvenez-vous un petit peu de tout ça. Et avec les plus gros IO qu'on avait, je vous ai fait le test avec les plus gros IO du marché à l'époque, on atteignait les 100, 101, 102, 103 degrés. Donc, bien sûr que non. Il faut toujours calibrer son IO par rapport au processeur. Le processeur, vous avez du côté de chez fabricant un indice en watts qui est exprimé d'ailleurs en watts. Donc, vous saurez si ça va monter à tant de watts. Et vos IO de l'autre côté ou vos ventirad d'ailleurs, vous allez avoir un indice de refroidissement aussi en watts. Donc, il faut collaborer un petit peu tout ça. Évidemment, les IO qui seront avec des ventilateurs de 140 mm seront toujours plus performants des IO de 120 mm. On en parle à la rentrée sur la chaîne Spoil Future Vidéo. Pour une alimentation et une puissance en watts, mieux. Pour une alimentation... Ah. Même les questions, j'ai du mal à les lire. Plus j'ai une alimentation avec des watts, plus j'aurai des performances. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Je le prends sur le ton d'humour, forcément. Et forcément, c'est pas forcément des gens qui suivent la chaîne depuis sa création parce que ça fait longtemps qu'on ne parle plus ce genre de choses.
mais soit on peut démarrer tous les jours dans le monde de l'informatique et soit il faut répondre un petit peu à tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai une alimentation de 1000 watts et que ma configuration va consommer 500 watts que ça va me donner plus d'air dans mon carburateur. Ça n'a strictement rien à voir, voilà, tout simplement. Votre alimentation va servir juste à une seule chose, c'est de fournir l'électricité que vos composants vont lui demander. J'ai besoin de 100 watts maintenant, j'ai besoin de 50 watts. Si vous avez une alimentation qu'on a plus sous le pied, c'est très bien. Donc vous allez la garder 10 ans pour une future configuration, mais vous n'allez certainement pas développer plus de puissance parce que votre processeur qui consomme 150 watts ne va pas recevoir 200 watts. Il va lui demander 150 watts, pas 200. Votre carte graphique qui va consommer 300 watts va pas recevoir 400 watts. Elle va recevoir ce qu'elle demande, c'est-à-dire 300. Donc, totalement faux. Mettre plus de ventilateurs augmente toujours les performances en jeu. Faux, vrai, faux. Normalement, c'est faux. Les performances de votre PC sont liées à une seule chose, c'est effectivement au matériel qui est à l'intérieur. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, on a parlé de quelque chose qui s'appelle le thermal throttling. C'est-à-dire que si vraiment vous mettez à mal votre carte graphique ou votre processeur, ils vont se mettre en sécurité parce qu'ils vont attendre leur TJ max. Par exemple, si c'est 100 degrés ou si vous allez à 105 degrés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre en fréquence, descendre en tension, et donc à la place d'avoir un processeur qui va tourner à 100%, vous aurez un processeur qui va tourner à 60-70%. Donc effectivement, avoir un bon airflow dans votre boîtier, de renouveler l'air par des cycles assez réguliers, ça va vous permettre d'aller plus loin dans des heures et des heures de gaming sans ressentir aucun frein, parce que le thermal throttling n'aura pas existé dans cette configuration. Donc, on va dire que c'est vrai. Écran et périphérique. Un écran de 240 Hz améliore les performances du PC. Désolé. Mais pourquoi? C'est pas parce que j'ai des roues sur ma voiture qui permettent d'aller à 240 km/h, mais pourtant j'ai un moteur qui fait du 110, que mes roues toutes seules vont faire aller ma voiture à 240 km/h. Dites-vous bien, c'est que votre moniteur, c'est un périphérique de sortie. C'est-à-dire que lui, il va juste prendre ce qu'on lui envoie. Si votre PC ne sait faire que du 110 FPS, c'est pas parce que vous mettez un moniteur qui fait du 240 FPS qu'il va même 10% d'augmentation. Faux. Allez, on passe. Le HDMI donne une moins bonne image que le DisplayPort. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps parce que je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas parce que j'ai ce type de commentaires, mais je vous engage tous à aller vérifier. Le HDMI compresse votre flux. Il est compressé. Ah mais non, HDMI, moi j'ai un HDMI 2.0. Il est compressé. Le DisplayPort, que ce soit le 1.4 ou le 2.1, voilà, aujourd'hui on conseille le 2.1 vu les cartes graphiques qu'on a, les moniteurs qu'on a, forcément pour pas qu'il y ait de bride. Mais oui, le DisplayPort aura toujours une meilleure image. Mais attention au piège du DisplayPort, c'est-à-dire qu'au-delà de 1 mètre de câble, vous allez avoir de la déperdition, alors que la déperdition sur un câble HDMI, ce sera aux alentours de 7-8 mètres. Donc vous voyez, voilà. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux quand même passer en HDMI en sachant que j'ai 2 mètres, 2 mètres 50 de câble, voilà, qu'un DisplayPort, parce que mon DisplayPort, si je lui rajoute ces 2 mètres de câble, j'aurai vraiment une perte sèche. Donc à bien contrôler, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller voir, vous allez voir, la bibliothèque elle est riche, j'ai plus de 400 vidéos maintenant. On y va. Jeu en 4K demande plus de puissance au CPU qu'en 1080p. Mais maintenant, je ne répondrai aux questions que ceux qui regardent la vidéo. Ah, ceux qui regardent... C'est plus possible, c'est plus possible. Non, totalement faux, mais encore une fois, on va reprendre et je peux comprendre. Je suis sur le ton de la plaisanterie, vous aurez bien compris, je peux tout à fait comprendre que les gens qui s'initient ne comprennent pas le sujet. Non, c'est le contraire. Effectivement, on aurait tendance à se dire je vais calculer du 1080p, donc forcément c'est plus facile pour mon processeur que la sortie de la 4K. Mais comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, non, c'est le contraire, parce que comme vous allez avoir plus d'images par seconde, parce que ça va aller beaucoup plus vite, vu que c'est plus facile, votre processeur, par exemple, s'il va vous sortir par exemple du 150 images par seconde en 1080p, vous allez voir que ce processeur, lorsqu'il va sortir de la 4K, il va vous sortir peut-être plus 60-70. Donc en gros, d'un côté, il doit calculer, il doit donner à la carte graphique de quoi gérer 100 ou 200 FPS en 1080p, et de l'autre côté, 50 à 60 en 4K. Donc forcément, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour votre processeur, il va largement plus travailler en faisant de la 1080p parce qu'il va falloir débiter des images. Et juste pour vous faire cette fois-ci une bonne schématique,
Votre jeu vidéo n'est pas du tout fait par votre carte graphique comme beaucoup de gens le disent dans des TikTok ou quoi que ce soit. Non, c'est votre processeur qui fait tout le boulot. Votre carte graphique fait qu'une seule chose, le rendu du travail qu'a fait votre processeur. Si par exemple vous êtes dans un virage à 180 km/h, qu'il y a un arbre à cet endroit-là et que vous allez doubler le gars qui vous êtes en train de passer pour passer en numéro 3, tous les éléments que vous voyez, c'est votre processeur qui les a calculés. C'est pour ça que le processeur restera toujours le nerf névralgique de votre carte mère et de votre PC d'une manière générale. Votre carte graphique derrière, c'est celle qui va faire le rendu graphique. Donc forcément, c'est deux choses différentes. Donc non, encore une fois. Fermez les applications en arrière-plan, double vos FPS. Alors, oui, si vous avez un PC qui date de quelques bonnes années aujourd'hui, si vous êtes peut-être encore en DDR3, si vous êtes encore voilà, sous un ancien Windows qui gère un petit peu mal, un petit peu le multitâche, ce genre de choses. Sinon, aujourd'hui, si vous êtes en train de faire une bonne partie de game, derrière vous avez votre Explorer et le Discord ouvert avec 2-3 trucs. Alors attention, Discord, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il faut toujours le régler, mais généralement, vous ressentirez quasiment rien, peut-être 1 ou 2 FPS. Vous pouvez toujours continuer à faire ça. Avant, c'était plus compliqué, effectivement. Windows consomme plus de ressources qu'un Linux pour le gaming. Ah bah oui. Ah bah si on était surtout sur Linux, on a déjà pu en parler. Vous avez déjà fait des OS de jeux vidéo d'ailleurs sur Linux. Et effectivement, d'ailleurs, il y a SteamOS qui est très bon pour ça. Oui, effectivement, bah, vous allez avoir plus de FPS parce que forcément, c'est moins lourd. Windows, c'est horrible, hein, voilà, on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je vous fais des vidéos tuto d'optimisation de Windows pour d'ailleurs vos futurs PC, pour que lorsque vous installiez votre Windows, vous ayez quelque chose de plus léger possible, effectivement. Mais effectivement, Linux, la base est tellement légère, le noyau n'est même pas le même. Le noyau d'un Linux, c'est quasiment le même noyau en gros qu'un Apple. Les OS Unix. Mais donc du coup forcément Windows c'est très lourd, il y aura toujours beaucoup plus de requêtes côté Windows, de tâches de fond, ce genre de choses, on a déjà parlé dans ces vidéos d'optimisation. Donc effectivement sur Linux ça ira beaucoup plus vite, sauf que la problématique c'est que la plupart des jeux ne sont pas compatibles sur Linux. Donc c'est un peu une histoire de merchandising, ils se donnent des accords certainement, forcément. Linux ça gagne pas forcément beaucoup d'argent comparé à Windows. Donc oui, c'est vrai. Et pour ceux qui veulent essayer, je vous encourage d'aller voir ma vidéo où je vous présente comment installer SteamOS et ChimeraOS. Allez voir ça, vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Question suivante, les antivirus ralentissent toujours les jeux? Non, bien sûr que non, pas en 2025, on est bien en 2025, sauf si vous avez vraiment une ancienne machine, si vous êtes encore sur des anciens Windows, aujourd'hui vous pouvez vraiment laisser votre antivirus fonctionner et surtout, je vous le dis à chaque fois, votre antivirus de base de chez Windows, Windows Defender, fera le boulot pour 95% des personnes entre vous. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'argent ailleurs et n'a pas besoin non plus de mettre son antivirus sur pause au moment où vous jouez, ne vous prenez pas la tête. Faites-vous tout simplement plaisir dans vos parties de jeux vidéo, ne pensez même pas à tout ça. Question suivante, overclocker sa RAM est-il dangereux pour son PC? Ah oui, la dernière personne qui a overclocké sa RAM a pris feu à tout son bâtiment et là il a rangé s'il a pris 20 ans. Mais bien sûr que non, on en a largement parlé, on a déjà parlé aussi des processeurs, hein, voilà, comment overclocker, quels sont les risques qu'on peut avoir. Ça sera au maximum à force d'usure et d'usure de le faire, il va y avoir un peu d'électromigration. Si un jour vous buguez, ça bug, vous faites un Clear BIOS sur votre carte mère, vous allez revenir aux valeurs natives bien évidemment. Donc vous pouvez, surtout qu'aujourd'hui avec l'XMP, par exemple du côté de chez Intel, il y a la même chose du côté de chez AMD, vous cliquez dessus, ça se fait d'une manière assez automatique. Faites juste attention sur une chose, c'est que si vous utilisez 4 barrettes de RAM, ça va être difficile de passer au-dessus de 7200 MHz, ça va être vraiment très compliqué, même voire peut-être infaisable si vous n'êtes pas un champion. Donc du coup, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, du côté de chez Intel, c'est annoncé par le fabricant 6800 MHz maximum entre la RAM et votre processeur. Donc voilà, si vous mettez 4 barrettes de RAM, pour avoir quelque chose qui soit stable, ce sera 6800. Par contre, si vous passez à 2 barrettes de RAM, vous voulez 8000, vous pouvez les engager sans aucun problème. Donc, vous pouvez le faire et ce n'est pas dangereux, bien évidemment. Dernière question. Le mode performance élevée de Windows augmente-t-il automatiquement les FPS? Alors, j'en ai déjà parlé. C'est performance optimale en traduction en français. Vous allez encore un peu plus loin. C'est des modes qu'on utilisait lorsqu'on faisait des scores en overclocking pour aller chercher chaque petit point de plus parce que ça va tout simplement donner un maximum de gouache énergétique vraiment à tous vos éléments.
surtout à ne pas faire lorsque vous êtes sur un PC portable, surtout s'il n'est pas branché sur le secteur, parce que forcément, qui dit performance élevée, dit plus de consommation, donc votre batterie elle va faire bouh, voilà, tout simplement. Oui, ça va vous donner un gain, mais attention, ça ne va pas vous doubler vos FPS, vous allez avoir peut-être un gain de 2-3%, grand maximum, pas plus non plus, il ne faut pas en exagérer. Bah voilà les teams, j'ai fait hyper rapide, 30 questions répondues, abouties. Laissez-moi vos futures questions en commentaire pour que je puisse vous répondre dans les prochaines vidéos. Là, j'ai fait une petite pause, une petite interlude dans mes vacances. Je vais retourner de ces pas tout de suite à mes vacances. C'était pour pas louper le rendez-vous de la semaine avec vous. Pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, un petit like, un petit pouce, ça aide toujours la chaîne à avancer à travers le temps. Je vous dis à très vite la team. Bisous!